t'invite ici à réfléchir avec moi sur le fait d'harmoniser les approches entre les deux cycles d'enseignement, c'est-à-dire l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire, donc le premier cycle du primaire. Et ce sont des réflexions qui ont émergé après avoir écouté les besoins des milieux, en fait. Donc, ça a été des questions de personnes enseignantes. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, l'avènement du programme SIC d'éducation préscolaire. Donc, le programme SIC est apparu en 2021, première version publiée par le ministère de l'Éducation, et la version révisée, donc maintenant en 2023, qui est pratiquement le même programme finalement, qui maintenant propose que la maternelle 4 ans, maternelle 5 ans est un cycle éducatif avant l'entrée en première année du primaire. Et depuis que le programme a été publié, depuis qu'il est mis en place dans les classes, notamment dans le programme SIC, on prescrit 2 périodes de jeux libres d'un minimum 45 à 60 minutes dans les classes d'éducation préscolaire. Et là, ça a un peu fait un tollé dans certains milieux où est-ce que les enseignantes de maternelle se sont un peu senties obligées, là, je mets en gros guillemets, de prévoir des temps de jeux libres qui n'étaient pas prescrits dans le programme précédent, qui, par ailleurs, privilégiait également une approche développementale axée sur le jeu. Et là, ce qu'on entend dans les milieux, c'est que des questions en fait qui ont été suscitées dans certains milieux de la part d'enseignantes de première année, c'est de se dire maintenant, on a l'impression que depuis que le nouveau programme est paru, en fait, que les enfants arrivent en première année moins prêts pour la première année, pour l'enseignement formel. On a l'impression qu'ils jouent plus maintenant dans les classes d'éducation préscolaire. Donc, il y a eu, on s'est senti un peu interpellé à dire, là, il faut un petit peu peut-être réfléchir aux manières d'harmoniser. Qu'est-ce que ça signifie être prêt pour la maternelle, pour la première année? Qu'est-ce que ça signifie apprendre via le jeu, en fait? Qu'est-ce que c'est l'approche développementale? Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas justement revisiter nos attentes envers la préparation justement de l'enfant? On en a parlé ce matin. Qu'est-ce que c'est la préparation à l'école? Est-ce qu'on devrait vraiment utiliser ce terme-là? De quelle façon est-ce qu'on devrait percevoir cette transition-là? Donc, voilà ce dont il est question aujourd'hui. On n'a pas de données, ce n'est pas un projet qui a été mis en place, mais ça nous amène peut-être à vouloir aller mettre en place un projet pour mieux harmoniser justement cette transition-là. Il y en a été question, puis là, je trouve ça intéressant parce qu'on a vu justement qu'en Belgique, l'école obligatoire, c'est à 2 ans et demi. En Suisse, l'école est obligatoire à 4 ans. Nous, ici au Québec, elle n'est pas obligatoire avant, en fait, l'entrée en première année. Malgré ça, il y a 98,8% des enfants québécois qui fréquentent une classe de maternelle 5 ans avant l'entrée en première année du primaire. Donc, ils ont à peu près 6 ans lorsqu'ils débutent justement l'entrée au primaire. Mais lorsqu'on voit toutes les transitions précédentes à l'entrée en première année, on peut quand même comprendre que l'enfant qui débute le premier cycle du primaire, tous les enfants ont un parcours diversifié. Certains ont fréquenté un service de garde, parfois en milieu familial, parfois en installation privée, parfois en CPE. Des enfants sont restés à la maison. Des enfants ont fréquenté une classe de maternelle 4 ans à temps plein, mais pas tous les enfants. Donc, lorsque l'enfant débute la maternelle 5 ans, c'est souvent un moment qui est davantage partagé d'expériences similaires avant l'entrée en première année, mais il y a quand même des vécus différents dès l'entrée, lorsque l'enfant finalement transite vers la première année du primaire. Et le passage vers l'enseignement primaire, c'est une transition qui est parfois sous-estimée. On en a plusieurs, on a parlé de plein de transitions aujourd'hui, notamment celle vers la maternelle, donc vers l'école, mais celle vers la première année, parfois, c'est un peu de prendre pour acquis que l'enfant, il est déjà entré dans le milieu éducatif, dans le contexte scolaire, donc elle est un peu moins importante, ou en tout cas, peut-être moins grande. Mais pourtant, pour l'enfant, c'est vraiment, du moins ici, avec nos 2 programmes éducatifs, donc axé plus sur le plan développemental lorsqu'on est à l'éducation préscolaire par rapport au primaire, c'est quand même une transition majeure pour l'enfant qui, à ce moment-là, et en fait, cette transition-là est caractérisée par plusieurs changements. De nouvelles relations, on a parlé de ratios tout à l'heure en Belgique, un nouveau ratio également, mais de nouvelles attentes de la part des adultes, notamment davantage d'exigences sur le plan scolaire, des nouvelles approches pédagogiques. Simplement sur l'aménagement spatio-temporel, quand on rentre dans une classe d'éducation préscolaire et une classe de première année, c'est complètement différent. Souvent, c'est des pupitres, je veux dire souvent, je ne veux pas généraliser, mais on peut quand même voir des classes où c'est des pupitres individuels, en rangée, moins de moments en collectivité pour les enfants. Donc, il y a plusieurs ajustements auxquels les enfants doivent s'ajuster.
Pour les parents, ben là, on est peut-être plus organisé sur le plan justement de la structure, de l'horaire. On est maintenant mieux organisé pour les collations, les lunchs. Hein. Comme je disais ce matin, ça fait quand même plusieurs ajustements lorsque l'enfant entre à la maternelle. Mais là, on a peut-être un petit peu plus pris notre air d'aller. Il y a des leçons, des devoirs par ailleurs qui peuvent apparaître en première année, mais les changements sont quand même assez importants pour l'enfant. Je vais justement donner la voix ici à une maman qui a connu la transition de sa fille Livia, qui a commencé la première année cette année. Donc, c'est vraiment la transition qui a été vécue en septembre. Petite mise en contexte, Livia a fréquenté avant la maternelle 5 ans. Elle était en service de garde, milieu familial. Donc, une seule éducatrice qui s'occupait d'un groupe de 6 enfants. Elle avait commencé la garderie à 10 mois. Donc, de 10 mois jusqu'à 5 ans, même milieu, avec la même dame qui s'occupait d'elle, qui prenait soin d'elle. On parlait des soins tout à l'heure, avec des enfants du quartier connus avant d'entrer à la maternelle 5 ans. Puis là, ensuite, elle a vécu sa transition vers la première année. Et je vais vous laisser nous dire comment elle l'a vécu avec sa fille. Ben, durant l'été, Livia, elle avait tellement hâte. En fait, elle a trouvé l'été très long. Elle a tellement aimé la maternelle, l'ambiance, puis Marie-Renée, sa professeure, c'était pour elle une perle. Elle s'est beaucoup ennuyée d'elle. Fait que le fait d'avoir une pause durant l'été, pour elle, ça a été quand même difficile. Oui. Surtout que là, il a fallu l'inscrire au camp de jour, puis elle savait jamais où elle était, avec quel ami, tout ça, dans quel groupe. Fait elle parlait de l'école constamment. Puis là, arrivée en première année, disons qu'elle a trouvé ça extrêmement difficile parce que, bon, d'abord, c'est pas la même professeure. Elle avait en tête qu'elle retournerait avec ses mêmes amis dans la même classe et avec la même professeure. Donc, à la première journée, quand on est allé la chercher, elle était surprise d'abord d'avoir une nouvelle professeure. Alors qu'on en avait parlé quand même avec elle, c'était plutôt abstrait, je pense, pour elle. Puis elle s'est retrouvée dans une classe où il y avait 0 ami qu'elle avait connu à la maternelle. Fait que c'est des nouvelles relations à créer. Fait que là, elle me dit, ben, j'ai pas vu mes amis de la journée, j'espère les voir demain. Ça a été un peu ça, sa première journée, première grande surprise. Puis là, dans les jours suivants, c'était extrêmement difficile de la préparer pour aller à l'école le matin. Elle pleurait, mais sans pouvoir nous dire qu'est-ce qui se passait pour elle. La fin de semaine, on a essayé comme on peut là, d'aborder l'école avec elle. Elle ne voulait pas en parler, pas parler de ses journées, de comment elle trouvait ça. Puis quand on disait « Comment tu trouves ça à l'école? » C'est bien. Elle disait « C'est bien », mais sans plus. Puis la semaine qui a suivi l'entrée à l'école, vu qu'elle résistait tous les matins puis qu'elle voulait plus y aller, alors que l'année d'avant, elle avait toujours très hâte puis elle était prête dans le temps de le dire, bien, à un moment donné, à force d'insister, elle a fini par nous dire qu'elle n'aimait pas l'école, qu'elle trouvait ça difficile de ne pas être avec ses amis, puis de ne pas jouer. Elle me disait qu'elle avait la récréation, que c'était pas assez long, que c'était à la récré qu'elle était capable d'attraper ses amis, puis que des fois, parce qu'elle n'était pas assez rapide pour aller vers la récréation, ben, elle se voyait comme couper son temps de récréation. Fait qu'elle s'est mise à se précipiter vers la récréation plus rapidement, mais elle a arrêté de manger en contrepartie, par exemple, sur l'heure du dîner, pour être capable de jouer plus, avoir plus de temps de jeu avec ses amis. Elle sortait de sa grosse peine, si je vois pas assez mes amis, puis on n'a jamais le temps de jouer ensemble. Je vois beaucoup les visages, donc de tristesse en fait, puis effectivement, là, c'est des défis. Là, Livia va bien, hein? L'année s'est poursuivie, puis elle a eu un bon accompagnement aussi, un bon réseau pour l'aider à passer à travers ces défis-là. Mais dans les propos ici de Célia, on voit en fait différentes ruptures, discontinuités qui ont été vécues par l'enfant, notamment lorsqu'il était question de la transition vers la première année. Hein, sur le plan physique, notamment lorsqu'on parle de l'horaire de la journée. Puis l'horaire, il est plus long également en première année qu'à l'éducation préscolaire. Donc déjà, c'est un ajustement assez important pour l'enfant. Sur le plan social, ben oui, ça arrive que l'enfant, on voit justement des formations de nouveaux groupes lorsque l'enfant passe de la maternelle 5 ans vers la première année, même si c'est la même école. On peut se questionner pour quelles raisons est-ce qu'on défait justement certaines amitiés lorsque le passage vers le primaire, mais ça fait en sorte que c'est une discontinuité importante en termes de relations pour l'enfant. Et sur le plan pédagogique, et là je vais attirer votre attention sur cet effet-là, sur cette discontinuité-là, où on va davantage réfléchir aujourd'hui, mais c'est vraiment les différentes méthodes d'enseignement. Donc le fait qu'on passe de l'apprentissage par le jeu vers un apprentissage plus formel, plus disciplinaire. Donc, on peut voir vraiment ici que ça amène un grand défi
défi. Et là, Livia trouvait qu'elle n'avait pas justement le temps de jouer. S'il y a des moments de jeu dans les classes de première année, souvent c'est la période récompense du vendredi après-midi, lorsqu'on a eu le temps de faire tout ce qu'il y avait à faire durant la semaine, ce qui fait en sorte que c'est une discontinuité très importante pour l'enfant. Et ça a un effet sur l'enfant, justement, mais également sur les personnes enseignantes. Sur les enfants, cette tension-là entre l'approche par le jeu et les approches plus formelles, ça peut avoir un effet négatif sur l'expérience de transition, comme on a vu dans les propos de la maman. Mais pour les enseignantes également, celles d'éducation préscolaire et celles du primaire, on peut voir un certain fossé entre les approches qui sont mises en place dans les milieux. Et ça peut avoir un effet sur la satisfaction professionnelle des enseignantes, notamment lorsqu'on vient le temps de réfléchir ensemble, de collaborer ensemble. On parlait tout à l'heure de co-construction. Bien, si on a des postures, des approches différentes, ça peut créer des tensions également entre les collègues et ça peut avoir un effet justement sur l'expérience de transition à ce moment-là. J'ai sondé dans un projet en 2018, en fait, j'avais travaillé avec une équipe école pour essayer d'harmoniser déjà réfléchir avant justement la publication du programme SIC, la transition de l'éducation préscolaire vers la première année, puis c'était justement un milieu qui voulait s'arrimer, donc de vouloir travailler ensemble pour miser sur une certaine continuité, et j'ai sondé justement les perceptions des enseignantes de maternelle, celles de première année, les parents, la direction, donc tout le monde est impliqué dans le projet. Mais on voyait dans les propos déjà des personnes enseignantes que les discontinuités pédagogiques, selon elles, elles sont nécessaires parce qu'elles ont un programme avec des exigences. Donc oui, c'est bien beau, puis la façon dont elles le disaient dans leurs propos, c'est bien beau l'apprentissage par le jeu. J'aimerais ça avoir le temps de miser davantage sur le jeu dans la classe, mais les exigences du programme éducatif de première année, ça influence mes méthodes d'enseignement. Quand même bien que je voulais le faire, je ne sais pas trop comment je peux le faire avec les exigences du programme éducatif. Je vous montre ici des exemples de verbatim, ici à votre gauche. Lorsqu'on parle de l'enseignante de maternelle, on voit beaucoup justement l'importance de considérer les caractéristiques diversifiées des enfants, les besoins hétérogènes des enfants. Donc, il faut accepter en tant d'enseignante d'avoir des enfants qui ne sont pas nécessairement au même niveau lorsqu'on parle justement d'être prêt pour commencer l'enseignement formel. Et les enseignantes me parlaient beaucoup des enfants qui sont nés au mois d'août, au mois de septembre. Donc, les plus jeunes de classe qui ne sont pas nécessairement au même niveau sur le plan développemental que les autres enfants notamment. On pouvait voir dans les propos d'enseignantes de première année que oui, il y a une diversité dans les besoins des enfants, mais moi, j'aimerais ça qu'ils soient quand même tous au même niveau. Donc, l'importance d'avoir des enfants, une masse, elle parlait ici d'une masse d'enfants qui est quand même capable de suivre un enseignement donné pour que je puisse avancer dans le programme éducatif. Donc, je comprends qu'il y a des besoins diversifiés, mais moi, j'aurais quand même besoin d'avoir un noyau assez solide, finalement, pour être en mesure de passer à travers les exigences. Donc, on voit déjà ici une certaine tension entre une visée plus développementale versus une visée plus formelle, disciplinaire, d'exigence en termes scolaires. Et là, on peut voir finalement peut-être une intensification, donc des contenus disciplinaires, et oui, en première année du primaire, donc au premier cycle, mais également une intensification des contenus disciplinaires à l'éducation préscolaire. Puis Anne, tu l'as abordé tout à l'heure, c'est un enjeu qu'on peut voir dans d'autres contextes, comme en Suisse par exemple, mais le fait qu'on peut voir justement davantage d'enseignement formel, systématique à l'éducation préscolaire parce que des exigences peut-être plus élevées en termes d'apprentissage lorsque l'enfant transite en première année du primaire. Et ce qu'on peut voir finalement comme risque, c'est des diminutions des temps de jeu à l'éducation préscolaire. D'où le fait que le programme SIC, lorsqu'il y avait les deux périodes, lorsqu'on a vu les deux périodes prescrites, on a dit « Ah, ben enfin! » Parce que des enseignantes, parfois, à l'éducation préscolaire, disaient qu'elles n'avaient pas le temps de prévoir des périodes de jeu libre parce qu'il y avait trop de programmes à mettre en place. Mais pourquoi est-ce qu'on met des programmes? C'est parce qu'il y a peut-être justement cette intensification-là des contenus disciplinaires où on a l'impression qu'on doit voir le plus possible de contenu scolaire pour que l'enfant soit prêt à entrer au primaire, au détriment justement de miser sur l'apprentissage par le jeu, qui est pourtant la manière d'apprendre à cet âge-là, à l'éducation préscolaire, mais aussi au début du cycle primaire. On a fait l'exercice, on s'est interrogé en fait par rapport au savoir, aux attentes disciplinaires réelles au premier cycle du primaire. Puis pour ceux qui ne sont pas dans le contexte québécois, je vais prendre le temps de l'expliciter.
On a le programme éducatif, ou le plan de travail, comme vous l'appelez dans d'autres contextes, et en parallèle, on a la PDA, donc la progression des apprentissages, et ce sont tous les éléments de contenu que les personnes enseignantes doivent finalement aborder avec les enfants au courant de leur passage au primaire. Et on a fait l'exercice d'aller voir pour chacune des disciplines scolaires les éléments de contenu au premier cycle du primaire, donc en première année en fait. Et dans la PDA, il y a 574 contenus à aborder en première année, toutes disciplines confondues. C'est beaucoup d'éléments. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup d'exigences. Les exigences, oui, c'est vrai, sont élevées. Il y a beaucoup d'éléments à aborder avec les enfants. Par ailleurs, à la fin de chacune des années, il y a des étoiles pour certains savoirs, certains éléments de contenu. Et les savoirs étoilés, ça signifie les savoirs que l'enfant doit avoir maîtrisés, en fait, par lui-même à la fin de l'année scolaire. Donc, à la fin de la première année, il y a certains savoirs que l'enfant devrait pouvoir maîtriser pour pouvoir passer à l'année suivante. Vous me suivez? Et sur les 574 éléments de contenu, il y en a seulement 9 qui sont étoilés en première année. Et c'est ceux-ci. Et donc, il y en a 7 qui concernent le français et il y en a 2 en mathématiques. Et les autres éléments de contenu, oui, se retrouvent dans la PDA, mais il y a certains éléments qui sont abordés dès la première année, mais qu'on s'attend à ce que l'enfant puisse les maîtriser en 4e année du primaire, par exemple. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit passer, que l'enfant doit être à l'aise avec tous ces contenus-là dès sa première année dans le cycle primaire, finalement. Donc, ça permet de voir, OK, oui, c'est vrai qu'il y a des éléments de contenu, mais il y en a 9 sur lesquels je devrais m'attarder davantage lorsque l'enfant passe l'entièreté de l'année scolaire avec moi dans ma classe en première année. Et là, en réalisant ça, en faisant ce travail-là d'aller décortiquer la PDA, bien là, on s'est questionné à savoir, bien, il y aurait possiblement des solutions à envisager pour mieux, justement, harmoniser, pour mieux miser sur cette continuité-là entre l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire. La première, qui n'est pas très réaliste, mais de revoir les exigences du programme. Je ne pense pas qu'on va avoir un nouveau programme d'ici les prochaines années. Donc, c'est dit, c'est peut-être pas celle sur laquelle on devrait compter, mais la deuxième, de répondre aux exigences du programme. Donc, c'est-à-dire de répondre, par exemple, à la PDA, de s'assurer que les enfants puissent justement maîtriser les contenus qui sont obligatoires dans les documents ministériels, mais en misant sur une continuité pédagogique entre les cycles d'enseignement et en poursuivant justement dans la philosophie qui est adoptée déjà à l'éducation préscolaire pour faciliter justement l'entrée de l'enfant au primaire. Est-ce que ça semble superflu, cette idée-là? On a fait l'exercice d'essayer de trouver des personnes enseignantes à la grandeur du Québec qui mettent en place une approche davantage développementale dans les classes. Il n'y a pas beaucoup de mains qui se sont levées, mais j'ai trouvé Aricia, donc enseignante en première année à l'École Sainte-Geneviève à Québec, qui nous parle de sa vision et qu'est-ce qu'elle fait dans sa classe de première année pour justement miser davantage sur la continuité pédagogique. Je vais vous mettre la vidéo parce qu'elle explicite vraiment bien cette vision-là. Bien, bonjour, je m'appelle Aricia. Ça va faire 9 ans au printemps que j'enseigne. C'est ma 5e année comme titulaire en première année. Puis ça fait 2 ans que je suis à l'École Sainte-Geneviève. Ma pratique inspirante, en fait, ce sont, je pense, l'ensemble de mes interventions en français et en mathématiques qui sont guidées par mon intention d'assurer une bonne transition préscolaire primaire. C'est aussi l'idée, en fait, que pour moi, un enseignant de première année doit encore s'arrêter aux autres sphères développementales du développement au lieu de s'arrêter uniquement à la sphère cognitive. Moi, les sphères qui me tiennent à cœur, puis je pense celles qui reflètent le plus mes interventions en classe, sont les sphères sociales, langagières, puis affectives. C'est l'idée, en fait, de laisser d'abord encore une place au jeu lorsque les élèves arrivent en première année. Puis il y a beaucoup de relations, en fait, qu'on peut faire entre le jeu puis notre PDA. Notre grande différence entre les 2 programmes du préscolaire et le primaire. Au primaire, on a une PDA, donc des apprentissages très stricts à avoir. Bien, on peut faire un bon parallèle entre ces 2 choses-là.
Comme par exemple, si, puisque j'ai un coin symbolique dans ma classe, je vais axer mon coin symbolique sur la correspondance graphème-phonème, sur le dénombrement. Puis moi, je vais devenir un peu comme mes collègues du préscolaire, une coach joueuse, mais toujours avec mes petites intentions, d'enseignante de première année en tête. Je trouve aussi que ça laisse une belle liberté à l'élève parce que dans le fond, l'élève, là, à la fin d'une journée en première année, il est fatigué, il a envie d'apprendre à connaître ses amis, il a envie de jouer, puis il se passe tellement des belles choses. Puis un enfant qui aurait aimé encore, lui, prendre son crayon puis écrire, naturellement, il va se prendre une feuille, il va prendre un crayon puis il va écrire. Puis c'est à ce moment-là que je prends encore mes petites connaissances d'enseignante de première année puis que je me permets de venir intervenir, créer des dialogues avec lui, toutes ces choses-là. Bien, pour ce qui est de la sphère langagière, en fait, c'est aussi l'idée de mettre nos élèves régulièrement en interaction. Je travaille dans un milieu où une grande partie de ma clientèle est allophone, donc si je veux qu'ils développent leur apprentissage de la langue française, il faut qu'ils interagissent entre eux. Ça se manifeste comment? Bien, je vous dirais qu'autant qu'on soit en écriture, en lecture ou en mathématiques, on travaille entre partenaires. Partenaires équipe de 2, équipe de 3, équipe de 4, puis on a même poussé ça dernièrement en faisant deux équipes de 9 dans la classe. Les retombées que j'observe avec cette pratique-là, en fait, il y en a quelques-unes. D'abord, il y en a une qui touche beaucoup le sentiment d'efficacité personnelle de l'enseignant. Puisque mes élèves sont souvent en équipe, bien moi, lorsque j'interviens auprès d'un groupe d'enfants. Donc, j'interviens auprès de 3 élèves à la fois au lieu d'intervenir auprès d'un élève à la fois. Et ça fait en sorte que dans une période, j'interviens plus régulièrement auprès de chacun de mes élèves. Alors, à la fin d'une journée de travail, je me dis, mais des rétroactions, j'en ai donné beaucoup à chacun de mes élèves, au service de l'apprentissage. Une autre retombée que j'observe, c'est l'arrimage, en fait, qui se crée, j'ai l'impression, entre les professionnels de l'école puis moi comme enseignante. Si je pense entre autres à la psychoéducatrice qui s'intéresse beaucoup à la réponse aux besoins des enfants, mais puisque je m'y attarde moi aussi un petit peu, mais ça fait ensemble qu'on travaille vraiment, je trouve, en corrélation avec les mêmes objectifs. Si je me tourne vers mon orthophoniste, bien étant donné que la sphère langagière occupe quand même une grande place dans ma pratique, j'ai encore l'impression qu'on est arrimé puis qu'on arrive à cibler vraiment des bons objectifs puis de mettre en pratique ce qu'il faut pour que mes élèves au niveau langagier se développent. Une autre retombée que j'observe, c'est que naturellement, j'ai l'impression qu'il y a une petite communauté d'apprentissage qui se crée dans la classe. Donc, les élèves, puisqu'ils sont habitués de travailler ensemble, ils créent des liens ensemble puis ils ont beaucoup le souci de venir aider leurs camarades de classe. Donc, parfois, quand on est dans une situation, une activité, peu importe, puis que je me dis, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie d'aller voir tel ami, je pense qu'il va avoir besoin de mon aide, mais je me lève la tête puis je vois qu'il y a déjà un autre copain qui s'est rendu près de lui pour venir l'aider à finir sa tâche. Il y a plusieurs éléments qui font en sorte que j'ai envie de continuer de mettre ça en place. Là, en fait, c'est que je vois des retombées qui sont positives, mais c'est aussi que la transition préscolaire primaire, j'y crois vraiment. J'ai l'impression que c'est un peu mon cheval de bataille, finalement, de vraiment venir harmoniser ces deux choses-là qu'on voit de manière toujours très différente dans nos milieux. On est 2 champs qui sont différents. On a été des années à aller en formation, chacun de notre côté, jamais sur les mêmes sujets, alors que l'enfant qui passe du préscolaire au primaire, c'est le même enfant dans la même fenêtre d'âge avec les mêmes besoins. Des défis, quand on travaille comme ça, c'est sûr qu'on en a. Là. Comme enseignant, il faut se faire confiance en nous. Il faut qu'on ait confiance, qu'on maîtrise notre programme puis qu'on soit capable d'émettre les liens entre les connaissances qu'on a enseignées, les compétences qu'on doit développer, mais aussi un contexte naturel pour l'enfant. Puis l'autre conseil que j'aimerais donner en terminant, c'est de faire confiance, oui, en nous, mais en nos élèves. Nos élèves sont bons, sont brillants, sont intelligents. Puis, comme enseignant, je pense qu'il faut continuer d'alimenter ça chez nos enfants. Donc, on le voit bien dans les propos d'Aricia ici, justement, donc que c'est possible, justement, d'assurer cette continuité pédagogique-là pour faciliter le passage de l'enfant en misant sur le jeu. Puis le jeu, bien, ça ne veut pas dire, justement, que c'est un prétexte où l'enfant ne fait pas d'apprentissage. Au contraire, elle l'a mentionné, elle a ses intentions d'enseignante de première année en tête, elle connaît bien sa PDA. Bien, comment est-ce que je peux partir des initiatives de l'enfant pour l'amener plus loin, finalement, à travers les apprentissages, en sachant que je dois, justement, aborder certains contenus à travers le programme éducatif. Donc, cette continuité-là, bien, ça permet justement ici de tisser des liens entre les expériences antérieures qu'a vécu l'enfant à l'éducation préscolaire et les expériences nouvelles qu'il peut vivre lors de la transition. Puis j'ai vu dans d'autres milieux des enseignantes, par exemple, de première année qui peuvent
retourner jouer dans les classes d'éducation préscolaire. Tout à l'heure, je disais que les horaires étaient différents. Donc, il y a quand même des enseignantes qui profitent que lorsque l'enfant de la maternelle part au service de garde avant l'heure du dîner, ne sont plus dans la classe, bien, pour retourner jouer dans la classe à ce moment-là, pour profiter de l'organisation spatio-temporelle de la classe d'éducation préscolaire, le matériel de jeu qui est connu par les enfants. Et ça, bien, ça peut être des pratiques de transition qui peuvent être mises en place pour faciliter justement cette continuité pédagogique-là. Et pour ça, bien, il faut co-construire ensemble, il faut planifier ensemble justement nos transitions pour miser sur le jeu, nos pratiques de transition pour prévoir cet arrimage-là entre les programmes et les pratiques par le biais de l'apprentissage par le jeu. Puis, il y a plusieurs chercheurs qui soulignent, oui, je conclus, notamment que le jeu à l'éducation préscolaire et à la première année, donc au premier cycle, bien, c'est le pivot en fait d'une transition réussie. Il faut quand même garder en tête que lorsque les enfants quittent en juin l'année scolaire puis qu'ils commencent à la fin du mois d'août, ben, c'est le même enfant. Hein? Ils ne vont pas devenir comme par magie un nouveau type d'apprenant parce qu'un été vient de passer. Donc, de garder justement en tête la façon dont l'enfant apprend et se développe à cet âge-là. On a parlé beaucoup ce matin de jusqu'à des enfants de 8 ans, donc de penser justement à miser sur cette approche développementale-là de 0-8 ans avec la stratégie au Québec, mais aussi avec des organismes partout à travers le monde. Pour certains, la petite enfance, c'est la période de 0 à 8 ans. Et là, je vais y aller très rapidement en concluant, parce qu'effectivement, je sais que vous êtes convaincus, justement, mais les bienfaits du jeu, on peut le voir notamment pour soutenir les compétences socio-émotionnelles des enfants. Mais sur le plan des apprentissages scolaires également, il y a plusieurs recherches qui ont démontré que les programmes qui sont basés sur le jeu amenaient beaucoup d'effets positifs sur justement les compétences des enfants par rapport à la motivation à lire, à écrire, sur le plan du développement cognitif, la curiosité, l'autorégulation, le développement du langage. Donc, on peut se dire convaincu de ces apprentissages, en fait, de la manière dont on peut aller soutenir les apprentissages scolaires des enfants via l'apprentissage par le jeu. En plus, puis elle l'a bien dit Aricia dans ses propos, mais en plus d'aller soutenir les caractéristiques hétérogènes des enfants, dont les enfants allophones, les enfants issus de l'immigration, en fait, ça permet une approche inclusive lorsqu'on mise sur l'apprentissage par le jeu. Il y a des chercheurs, entre autres même, qui ont démontré que lorsqu'on mise sur le jeu en première année, il y a des enseignantes qui disent avoir davantage apprécié, pris connaissance des habiletés langagières des enfants lorsqu'ils les observent en interaction pendant les temps de jeu versus dans des situations plus formelles, systématiques d'apprentissage, parce que l'enfant se sent moins justement évalué, doit moins performer lorsqu'il est en situation de jeu. Donc, on peut voir les compétences réelles de l'enfant, notamment ici sur le plan du langage. Et je voudrais juste terminer, mais on en a parlé ce matin, de la préparation à l'école. Donc, j'aurais envie de se questionner sur est-ce qu'on peut revisiter nos attentes? Qu'est-ce que ça signifie être prêt pour l'école? Est-ce que ça serait à l'enfant qui devrait être prêt pour aller à l'école ou ça serait nous, les acteurs du milieu, qui devrions justement s'ajuster pour accueillir l'enfant et sa famille? Et de plus en plus, on remet justement le terme préparation à l'école, on le remet en question parce que la préparation à l'école, bien, c'est un système, un ensemble complexe d'interactions entre tous les individus qui gravitent autour de l'enfant et de la famille.